Got gun, Hulk left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 250 du podcast Touchdown Actu à la Matéi. Très heureux de vous retrouver pour votre émission du mardi, le débrief des matchs de la semaine. Vous commencez à avoir l'habitude, comme toutes les semaines. Je m'embrouille moi-même. À mes côtés, cette semaine, changement d'équipe. Tout d'abord, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël, en chemise bleue, comme d'habitude quasiment. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Raoul Villeroy est là avec un t-shirt d'une équipe non pas rivale, mais en tout cas pas de son équipe habituelle. Bref, les Houston Texans. Tout à fait. Raoul Villeroy, bonjour. Bonjour à tous. C'est le côté... on sait que t'aimes bien JJ Watt. Bah oui, c'est lui d'ailleurs, c'est son maillot, c'est floqué. Ah d'accord, je vois que le devant. Ah oui. On vous rappelle que le podcast Jean Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées NFL tous les dimanches. C'est encore une fois cette année Game On à partir de 19h. Vous avez une happy hour étendue pour tous ceux qui viennent voir les matchs. Donc n'hésitez pas à aller en profiter. C'est tous les dimanches au Hard Rock Café Paris. C'était correction ou prolongation cette semaine en NFL, mais il y a beaucoup de leçons à retenir. On va faire le tour de tout ça dans notre débrief habituel. Les tops et les flops sont évidemment là. J'ai décidément du mal aujourd'hui. Vos questions aussi et le 2-minute warning, c'est parti. Play action to him. Goff floats, Cup downfield. What a throw! Cooper Cup. Goodbye. Touchdown Rams. First down, LA going for the whole thing. Cooks. Touchdown, LA. From the depths of the sea, back to the block, Snoop Doggy Dogg, Funky, yeah, the doc went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, but don't lose your grip. Alors je dois vous le dire, on en a déjà parlé, nous sommes à distance maintenant et pourtant Camille Sarabène trouve toujours des moyens de me faire rire, même en étant à plusieurs kilomètres de moi. Il fait des mouvements de sourcils pile devant la webcam pour me distraire pendant les jingles. Bears 48, Buccaneers 10. Messieurs, est-ce qu'une équipe est née sous nos yeux ce dimanche de semaine 4 de NFL 2018 ? Ouais, moi je suis assez content d'avoir vu cette équipe-là aussi forte, équilibrée, j'allais dire, parce qu'il y a vraiment de quoi faire des deux côtés du ballon. Moi, il y a un truc qui m'a frappé et que j'avais pas forcément repéré avant, mais c'est à quel point la ligne offensive des Bears, en tout cas sur ce match-là, vraiment offre du temps à Trubisky. Et c'est là où tu vois que lui est encore jeune, parce qu'il y a encore quelques lancers qui sont trop forts, encore quelques lancers qui sont trop hauts, mais vraiment sur chaque snap, il a du temps et c'est ce qui permet aujourd'hui à cette attaque d'être hyper, en forme, dynamique, bien aidé par le jeu au sol aussi. Et de l'autre côté du ballon, clairement, Khalil Mack est la recrue de l'année, voire de l'histoire de la franchise des Bears. Enfin, c'est incroyable à quel point son arrivée change tout dans cette défense-là. Raphaël, convaincu par ce renouveau des Bears ? Convaincu, ouais, ça commence à prendre une bonne forme. On en est au 4e match. Alors après, c'est pareil, la grosse question. Là, je pense que la défense en 4 matchs a montré assez de choses pour penser que vraiment l'apport de Khalil Mack va permettre à cette défense de s'installer dans les années à venir comme une top 5, top 10 défense de la ligue. Même top 10, ça serait déjà beaucoup. L'attaque, ça demande peut-être encore à confirmer parce qu'au final, on passe à un Trubisky là, qui sort effectivement un match exceptionnel. 6 touchdowns lancés, 5 receveurs différents pour le touchdown. Donc ça prouve qu'il y a une certaine diversité, il est capable de varier son jeu. Et il y avait beaucoup de très très beaux lancers. Alors sur les dernières semaines, moi je trouvais que ces lancers étaient quand même assez calmes, sans grand risque. Là, c'est pas le cas. Donc c'est à Matt Nagy, son coach, de confirmer un peu tout ça offensivement. Mais si ça se tient sans être à 6 touchdowns par match, mais ne serait-ce si on arrive à trouver un Trubisky à 2 touchdowns par sortie avec des lancers risqués, des passes propres,
c'est une équipe qui peut devenir la place forte en NFC Nord dans les années à venir. Donc en tout cas, c'est un bon début de saison. Forcément, ça demande à confirmer. On est à un quart de la saison et on sait qu'en NFL, des fois, les équipes très fortes très tôt peuvent un peu s'écrouler. Mais il y a des bases solides pour qu'en tout cas, ça reste un bon niveau dans les mois à venir. En tout cas, les stats sont délirantes pour Mitchell Trubisky, Ouais. puisqu'il avait lancé 9 touchdowns en 15 titularisations, et que là, il en a donc lancé 6 en une seule, et il avait jamais lancé plus de 2 touchdowns sur un match. Donc clairement, c'est un match énormissime pour lui. Et puis, Matt Nagy utilise très bien quand même tout ce qu'il y a autour de lui en attaque. C'est pas des gros noms, c'est pas ronflant, Non. mais c'est quand même très bien utilisé, donc il faut saluer le travail de coaching. Donc on y croit plutôt alors, si je résume. Oui, d'autant qu'on voit que les autres équipes de la NFC Nord, que moi je pensais plus fortes que ça, sont un peu en dedans. Ils sont en tête de cette division aujourd'hui. Et si les Vikings continuent sur cette mauvaise pente, que les Lions continuent comme ça aussi, ils peuvent, je pense, facilement passer devant eux. Les Packers, c'est toujours difficile, même si on a vu qu'ils leur avaient bien résisté sur le premier match. Donc à voir, il y a une carte à jouer en tout cas s'ils continuent sur cette dynamique. Et ils ont 18 sacs, numéro 1 dans cette catégorie statistique en NFL. Khalil Mack, tu l'as dit, c'est un défenseur de l'année en puissance actuellement. Ouais. En un mot, ils sont prétendants aux playoffs du coup maintenant? Moi, je pense. Au pire, une wildcard. Ils le sont, ils sont à 3-1 en bilan. Ils peuvent être prétendants. Bon, en tout cas, ça se dégage, et c'est vrai que si Mitchell Trubisky confirme ce qu'il a fait là, ça pourrait être énorme. C'était un match vraiment avec 2 grosses histoires, c'est-à-dire qu'on a des Bears qui explosent et qui ont le potentiel d'être une super équipe, et en face, on a des Buccaneers qui ont fini de s'écrouler, et j'ai envie de dire qu'on a retrouvé les Buccaneers. Ryan Fitzpatrick est sorti à la mi-temps, Jameis Winston a été intercepté 2 fois, et la défense a encore pris plus de 400 yards. Et alors, la défense, depuis qu'elle est menée par Mike Smith, coordinateur défensif, elle a joué 36 matchs, et 19 fois, elle a pris plus de 400 yards sur le nez. Est-ce que Dirk Cutter a raison et qu'il faut virer tout le monde? Il a Ouais. dit ça? Ouais. Oui, moi je lui donne plutôt raison. Là, je vais même pas parler de l'attaque, mais on l'a déjà dit quand même plusieurs fois. Dans cette défense, il y a quand même des éléments pour faire un poil mieux que ce qui est proposé par Mike Smith depuis plusieurs saisons. Là, en plus, si tu ajoutes en défense, l'intersaison est quand même pas inintéressante. Ils font venir Jason Pierre-Paul, Vinny Curry, qui sont quand même des joueurs qui, dans leurs anciennes franchises, ont prouvé que c'était des bons joueurs. Malgré les défauts que les deux peuvent avoir, ça reste quand même des joueurs solides de NFL. Tu rajoutes à ça Lavonte David, tu rajoutes McCoy. Enfin, je veux dire, c'est pas normal Brett Grimes, c'est pas normal de prendre plus de 300 yards sur 19 matchs sur 36. Il y a un vrai problème de performance, d'utilisation de ces joueurs chez les Buccaneers. Ça fait un petit moment que ça dure. Voilà, en tout cas en défense, c'est peut-être là où moi ça me choque le plus, parce qu'au final l'attaque, on l'a vu, elle peut être explosive, elle fait des erreurs. Bon bah c'est une attaque, tu sais à peu près ce que t'as en fait. Elle est constante. L'attaque est constante dans son irrégularité, mais la défense elle est constante dans la médiocrité par rapport aux joueurs sur le papier. Et oui, bah pour moi clairement faut virer les staffs et trouver les bons hommes quoi. Moi, je suis d'accord avec toi sur la défense. C'est scandaleux ce qu'ils font avec le matos qu'ils ont. De toute façon, et ça fait des semaines et des années qu'on le dit. Et c'est sur cette base-là que Cutter et son staff doivent être lourdés. Parce que là, c'est comme tu disais, Curry, Pierre-Paul, Gerald McCoy au milieu, enfin, Brent Grimes, Lavonte David. C'est impossible de faire aussi mauvais avec ce qu'ils ont au bout d'un moment. Donc, ils doivent être lourdés pour ça. Mais bon, on va se diriger du coup vers une nouvelle saison un petit peu rock'n'roll des Buccaneers, avec des bons matchs et puis des moins bons matchs. Et puis surtout des camions de yards encaissés. On enchaîne avec Titans Eagles, 26-23 pour les Titans. Est-ce que ces Titans sont toujours ennuyeux? Parce qu'on les a un peu qualifiés quand même d'ennuyeux ces derniers temps. Est-ce qu'on peut dire ça après qu'ils aient fait tomber le champion dans une prolongation qui était plutôt, ma foi, attrayante? Je te trouve sympa, parce que moi je n'ai pas forcément trouvé ce match-là très attrayant, alors jusqu'à la prolongation en tout cas, et moi je les trouve toujours un peu ennuyeux, dans la mesure où je vois plus ça comme un mauvais match des Eagles qu'un bon match des Titans, parce que, et c'est un peu un argument que Raphaël avance souvent, c'est que Marcus Mariota en fait, tu sais jamais vraiment sur quel pied tu vas danser. Une fois il peut te sortir un match exceptionnel, mais très souvent c'est moyen voire mauvais. Donc en fait ouais, là ils sont à 3 victoires, ok c'est bien, mais j'ai du mal à être convaincu, parce que
je sais pas sur quoi ils vont pouvoir s'appuyer de manière régulière en fait. C'est ça qui me perturbe avec eux, c'est que j'ai du mal à saisir leurs points forts vraiment. Alors, Mariota était dans un bon jour, en l'occurrence, à 30 sur 43, 344 yards, 2 touchdowns, une interception. Il a un touchdown au sol aussi avec 46 yards. Il y a une bonne connexion qui se fait avec Corey Davis, qui a 9 réceptions, 161 yards et le touchdown de la victoire. Moi, j'ai bien aimé quand même les 3 conversions sur 4e tentative en prolongation, même si on a une par pénalité. Donc, il y a des choses, il y a eu de l'agressivité avec la 4e tentative tentée en prolongation. Et ça, quand on a préparé l'émission, Raphaël, tu me disais, on est aussi peut-être en train de voir pourquoi ils ont changé de coach malgré les playoffs l'an dernier. Ouais, c'est ça, Mike Vrabel, donc qui tente cette 4e tentative en prolongation, alors qu'il peut tirer un field goal qui aurait permis une égalité. Lui, non, va chercher la victoire. Certains s'étaient posé la question pourquoi Mike Murlaquet, donc le coach des Titans l'an dernier, avait été viré malgré les playoffs. Il y a peut-être un début d'explication avec ça, un coach nouveau qui a une nouvelle philosophie un peu à la McVay, à la Doug Peterson, ce nouveau type de coach un peu moins conservateur qui se dit qu'est-ce que ça va m'apporter de faire un match nul, à part peut-être un tiebreaker, la victoire a quand même encore plus d'importance. Je vais aller la chercher, je fais confiance à mon joueur. Et ça, d'ailleurs, Mariota, dans une de ses déclarations d'après-match, en parle pas mal, où il explique que ça lui fait beaucoup de bien de se sentir en confiance et d'avoir un coach qui lui fait confiance. Donc, a priori, c'était pas forcément le cas de l'ancien. Là, en tout cas, il se sent épaulé. Cette équipe et moi, du coup, j'ai envie de dire que cette équipe des Titans commence de plus en plus à me plaire. Je la trouve un peu moins ennuyante. Il y a plus de diversité dans le jeu. Il y a beaucoup plus de passes aussi qu'avant. Là, le jeu au sol a été en retrait. On a un Derek Henry qui a seulement 8 ballons. Donc voilà, on tente un peu plus de choses avec Mariota. Il y a un jeune groupe de receveurs qui est en train de se montrer. La défense reste solide comme elle l'a prouvé déjà l'an dernier. Enfin, c'est quand même une équipe qui est en playoff, notamment grâce à sa défense. Là, ça continue. Ils sont à 3-1. Moi, je trouve qu'ils sont en train de il y a quelque chose qui est en train de se passer chez les Titans. Alors, est-ce que jusqu'où ça peut les porter, j'en sais rien, mais je pense vraiment, de mémoire avec Greg, on avait donné en playoff dans l'émission d'avant-saison. Il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, quand même, côté Titans. Ça a confirmé, mais ouais. Tu le disais en défense, ils sont bien, ils ont touché, il y a 11 QB hits, donc ils ont touché Carson Wentz et ils l'ont saqué 4 fois, donc il y a vraiment quelque chose de ce côté-là. La défense de Philadelphie, par contre, c'est un peu moins ça que l'an dernier. On rappelle quand même que Philadelphie menait 17-3, et puis finalement, les Titans ont quand même pu revenir dans ce match. Ils ont pu, on a dit, convertir plusieurs 4e tentatives en prolongation. C'était des balles de match quand même pour la défense de Philadelphie, qu'ils n'ont pas su saisir. Ils sont un peu dépassés en couverture. Ouais. J'ai pas trop envie de m'attarder sur l'attaque au sens où Carson Wentz revient petit à petit, il lance 50 ballons, il a 348 yards de touchdown. Bon, il fait le boulot, il va être bon, il n'y a pas de souci. Alshon Jeffrey a aidé, il est revenu 105 yards d'un touchdown. Jordan Matthews aussi a aidé, il a marqué aussi. Mais en défense, il commence à y avoir un petit point d'interrogation ou pas pour Philadelphie? Un petit point sur la couverture aérienne. Effectivement, comme tu le dis, la ligne défensive me semble encore assez largement costaud. C'est la défense. Il y a la blessure. Il y a eu la blessure avant ce match du safety McLeod, qui n'a pas forcément été comblée tout de suite. Enfin, c'est pas étonnant. La défense doit aussi s'adapter à ce genre d'absence. Et ouais, les cornerbacks sont peut-être un peu plus dépassés que l'an dernier. Peut-être un coaching moins inspiré de la part de Jim Schwartz, le coordinateur défensif. Je suis pas encore dans l'inquiétude parce qu'ils sont malgré tout à 2-2, qu'on a en début de saison que des fois les défenses, contrairement aux attaques, peut-être mettent plus de temps à s'adapter et à revenir dans le bain. Mais c'est à surveiller. Il y a quand même quelques trous comme tu disais, dans la couverture aérienne. Est-ce que c'était pas un peu le cas aussi l'an dernier, cette défense de Philadelphie, elle est montée en puissance surtout vers la fin. Et au début, c'était Carson Wentz qui faisait le café et qui amenait cette équipe en début de saison régulière. Donc bon, c'est pour ça que c'est pas trop inquiétant, quoi. Bon. En tout cas, on aura appris que McLeod est immortel, mais pas immunisé contre les blessures. Référence de vieux, évidemment. Rams 38, Vikings 31. Est-ce que les Rams sont la meilleure équipe de la NFL? Ouais. Aujourd'hui, oui. Oui, aujourd'hui. La plus complète et régulière, ce qui est quand même pas donné en NFL. Ouais. Et non, mais voilà, et c'est tout bête. Mais en fait, tu regardes aujourd'hui des équipes qui sont aussi fortes en attaque et en défense et qui n'ont pas eu de trou ont eu aucun trou sur les matchs qu'ils ont joués jusqu'à maintenant. Peut-être les Chiefs. Mais encore, non, les Chiefs, ils prennent des camions de yards aussi. Donc, en fait, ouais, non, c'est les Rams. Je pense qu'on peut dire assez sereinement que les Rams, aujourd'hui, sont la meilleure équipe.
Jared Goff n'arrête plus de progresser, 465 Ouais. yards, des touchdowns longs qu'on a entendus dans le jingle au début, 70 yards pour Cooper Kupp, 47 yards pour Brandon Cooks, il a lancé dans tous les sens. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, encore une fois, sur ces Rams, tant qu'ils n'ont pas des matchs avec des défauts, j'ai envie de dire, vu qu'ils défendent. Alors, ils pourraient mieux défendre Ouais, encore un peu plus. c'est encore un peu perfectible en défense. Les linebackers semblent un peu largués sur les couvertures aériennes. Il y avait l'absence d'Aqib Talib. Ils prennent quand même, mine de rien, 31 points. Ça reste perfectible pour une équipe qui veut aller au bout. Ils ont la capacité, il n'y a aucun doute. Mais voilà, on est habitué à ce que les équipes qui gagnent au Super Bowl prennent un peu moins de points que ça en cours de saison. Ils jouent les Vikings quand même. Ils jouent les Vikings. Non, ouais, mais il y a un moment où il faut que. Pour le moment, cette saison, ils ont quand même pas fait un match où la défense a fait une démonstration de A à Z où tu dis, OK, là, il y a 0 points qui passe, 7 points. Ouais. Il leur manque, je trouve, un peu ce match référence en défense. Parce qu'en l'attaque, ils l'ont complètement. Jared Goff est en train d'exploser. Moi, honnêtement, je suis totalement surpris par le niveau qu'il est en train d'atteindre. Sa qualité de lancer, les passes, c'est bluffant, je trouve. Donc voilà, il manque ce petit match référence en défense à titre personnel, quoi. Ils mettent 34-0 aux Cardinals. Pour les Cardinals, c'est 0 points. Je suis d'accord avec Raphaël, il manque quand même un truc pour dire que cette défense, elle est vraiment dominante et qu'elle est vraiment au niveau des noms et du glamour qu'elle a, et du coup au niveau des autres défenses. Ils y sont pas non plus, en effet. Les Vikings, eux, par contre, sont en galère défensive. Alors, il y a un truc très étrange avec cette équipe des Vikings qui s'est passé, c'est qu'on disait qu'ils étaient un quarterback d'être dominant. Ils ont pris le quarterback, mais alors ils ont été lâchés par tout ce qui était la base de leur jeu pour l'instant, qui était la défense et le jeu au sol. Il n'y a pas de jeu au sol. Dalvin Cook a été inexistant sur ce match. Et ils sont derniers en défense contre la passe, alors qu'ils étaient quand même excellents défensivement ces dernières années. Alors, qu'est-ce qui se passe avec un effectif qui n'a pas beaucoup changé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est peut-être justement le fait que, je sais pas, l'an dernier, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas trop compter sur l'attaque pour aller gagner les matchs. Du coup, la défense se transcendait à chaque fois. Là, ils se disent, bon, au pire, c'est pas grave, Kirk Cousins est là. Non, mais c'est inintentionnellement. Non, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, mais ils le font pas exprès, quoi. Ouais, moi j'ai l'impression que quand même un des gros défauts là depuis le début de saison, c'est un vrai manque de pass rush. Everson Griffen manque vraiment à cette défense dans la capacité à amener du pass rush sur le quarterback adverse, et du coup on a des linebackers à l'image d'Anthony Barr qui sont un peu plus en difficulté sur la couverture aérienne. Xavier Rhodes est un peu moins bon que l'an dernier. Voilà, je trouve vraiment il y a un problème pour aller mettre la pression sur le quarterback adverse, et j'ai l'impression que c'était quand même la clé de cette défense des Vikings, avec de la pression qui pouvait venir de n'importe où, des blitz masqués qui venaient des safety, qui venaient des linebackers, et là ils ont un peu de mal à faire tout ça, et voilà, et la défense est juste moins bonne pour le moment. Alors il y a le talent pour redresser la barre, et il faut vite la redresser, parce que là ils sont à une victoire, 2 défaites, un match nul. Faut pas trop tarder. Si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine, ils jouent les Eagles en plus. Je veux dire. Oui, ils ont pas un calendrier facile. Va falloir vite se redresser. Et c'est con, comme tu l'as dit, parce que le quarterback est là. Il a quand même montré qu'il est capable de faire quelque chose, quoi. C'est Eagles la semaine prochaine, ouais. Non, il est très très bon, Kirk Cousins. Enfin, il est bon, Kirk Cousins, depuis qu'il est là. Donc c'est vrai qu'il va falloir retrouver ça. En tout cas, il y a le matos, mais il va falloir retrouver ça du côté Vikings, et ça pourrait devenir inquiétant si ça ne revient pas. Voilà pour les résumés, les 3 affiches de la semaine. On passe évidemment à la suite et à tous les autres matchs. You play to win the game. Hello? You play to win the game. You don't play to just play it. Et j'ai repris trop tôt, j'ai oublié le fade. Désolé d'avoir coupé la parole à la dame. Je fais n'importe quoi aujourd'hui, on sent que je suis un peu sous le coup de la fatigue. Broncos 23, Chiefs 27, Magic Mahomes remonté d'un retard de 10 points dans le dernier quart, victoire. Où va-t-il s'arrêter, ce Patrick Mahomes? Il est incroyable, passe-main gauche, il a tout fait. Messieurs, est-ce que vous êtes... Alors, on va pas dire pas surpris, parce qu'on l'est un peu tous quand même. On va pas dire qu'on avait deviné qu'il allait être à ce niveau-là dès sa première saison titulaire. Mais à quel point on est impressionné par ce que fait actuellement Patrick Mahomes? Assez impressionné quand même, parce que 4 victoires et 0 défaite, c'est quand même ce qu'on peut appeler un départ parfait. Il est bien aidé, c'est sûr, par son jeu au sol,
par le côté versatile de ses coureurs et de un peu toute cette attaque. Et il est porté par une dynamique. Les équipes spéciales sont performantes. La défense est, alors oui, moins bonne, mais arrive à limiter à chaque fois la casse. Donc, il est mis dans les bonnes dispositions. Il fait le boulot. C'est assez impressionnant pour quelqu'un qui fait sa première vraie saison de titulaire. Raphaël, Patrick Mahomes. Ouais, ça, comme l'a dit Raoul, pour le moment, c'est forcément impressionnant. Il y a des superbes lancers en course, il y a des superbes lancers dans la poche, il y a de la précision, j'allais dire de la vitalité dans ses lancers, ça veut rien dire, mais enfin, il y a de la force. Enfin voilà, c'est très très complet. De la grâce. Ça a l'air d'être facile pour lui. Ses coéquipiers le disent. On pense qu'il peut pas le faire et puis il le fait, genre pas trop de soucis quoi. Bon bah. Pour le moment, il est sur un petit nuage. Combien de temps ça va durer, je sais pas. Est-ce que ça peut durer un long moment? Pourquoi pas. Là, à ce niveau-là, à part juste regarder et attendre, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire pour le moment, quoi. Après 4 semaines, c'est le leader de la course au MVP. On lui souhaite que ça dure. En tout cas, c'est assez exceptionnel. Et cette équipe de Kansas City, bon, elle est dans la foulée, dans la continuité de ces 3 premières semaines. Même s'ils ont eu un peu plus de mal, c'est Kareem Hunt qui a porté pendant 3/4 temps. Et puis finalement, Patrick Mahomes qui a fini le boulot. Mais ça montre aussi qu'ils peuvent gagner des matchs accrochés. Donc c'est dans la continuité. Leur défense a du coup pris un peu moins de points aussi pour une fois. Il faut que ça progresse de ces côtés-là. Même si la petite mauvaise nouvelle de la semaine, quand même, c'est qu'Eric Berry a l'air d'être toujours embêté médicalement par son talon, puisqu'il aura une excroissance osseuse qui frotte sur le tendon d'Achille qu'il a rompu l'an dernier. Donc, a priori, c'est pas très agréable tout ça. Du côté de Denver, 0 touchdown, 3 interceptions pour Case Keenum sur les 3 derniers matchs. Est-ce qu'on commence à penser à changer? Bah, changer pour qui du coup? Chad Kelly. Kelly. Oui. Ouais. Si, je pense que Vance Joseph va peut-être y penser s'il commence à avoir un peu la pression de John Elway en coulisses, parce que déjà, il n'est pas passé loin de se faire virer l'an dernier. Si là, Elway commence un peu à dire j'aimerais bien voir le jeune, ou enfin provoque quelque chose, sinon tu prends la porte, peut-être que Joseph va remettre un peu son destin dans les mains d'un quarterback pas rookie, mais première année sur le terrain. Après, mais c'est dommage parce que c'est une équipe, il y a quand même des trucs pas mal sur ce match. Ils sont intéressants en défense. Le jeu au sol, comme Raoul l'a dit, c'est franchement hyper emballant, la doublette Freeman-Lindsay. Il y a des trucs, quoi. Ouais, c'est dommage que cette doublette au sol elle termine pas mieux le match pour vraiment leur permettre de tuer la rencontre et de manger le chrono. C'est ce qui leur a manqué un peu sur cette partie, mais c'est vrai ce que tu dis. Ils n'ont pas eu de bol parce que Mahomes c'est insaisissable sur le match, il est en feu et tout, mais la défense a quand même blitzé dans tous les sens pour essayer de l'avoir. Et le jeu au sol est là, donc il y a des éléments du côté de Denver. Puis là, Chad Magic Kelly va apparaître et va donner la touche folle qu'il leur fallait. Falcons 36, Bengals 37, blessure de Tyler Eifert, et pourtant ils sont allés chercher la victoire dans les 10 dernières secondes. C'est une attaque qui continue à être une des meilleures de la NFL. Est-ce que vous croyez enfin aux playoffs que j'ai annoncé en début de saison? Je l'attendais celle-là. Attends, j'ai un bon pronostic, faut bien que je capitalise dessus. Rien que pour pas te donner raison, je vais dire non. Mais en fait, le truc, c'est que cette équipe des Bengals, elle a de la chance aussi dans un sens où les Steelers sont complètement en train de s'écrouler. Leur seul vrai adversaire pour aller au bout, ça va être les Ravens. Et c'est une équipe qui est à leur portée. Donc oui, ton pronostic va sans doute être vrai. Et je suis assez surpris, moi, parce que je m'attendais pas à ce qu'on retrouve un Andy Dalton aussi performant, alors qu'on sait on sait qu'il est bon, mais il y a toujours un truc qui va pas avec lui, il y a toujours un match où il craque, il y a toujours quelque chose. Pour l'instant, ça va. Donc, à voir, mais tu as raison, a priori, ils vont pouvoir aller au bout. En playoff, en tout cas. J'ai envie de dire Bengals is the new Jaguars. C'est-à-dire que cette année, c'est eux qui vont faire la surprise en AFC et perdre contre les Patriots en finale de la conférence. On ne t'entend pas d'aller marquer avant la mi-temps, tu veux dire Raphaël, tu y crois, moi. Il y a quand même des playmakers autour d'Andy Dalton et Joe Mixon. Non, je ne crois pas tellement. Oui, il y a des playmakers, c'est indéniable. C'est une attaque qui a retrouvé du rythme par rapport à l'an dernier où elle était complètement amorphe et ça avait posé problème à cette équipe. Après, je reste sceptique sur la défense. Bon, là, ils prennent beaucoup d'yards, mais en même temps, c'est une très, très, très grosse attaque d'Atlanta retrouvée. Donc, bon, c'est pardonnable, on va dire. Je sais pas, je demande encore un peu à voir. Ces Bengals, pour moi, c'est quand même une équipe qui reste beaucoup indisciplinée, qui aura toujours les questions Marvin Lewis au moment du match de playoff. Donc,
attendons peut-être avant de les voir en finale AFC. Il y a Vontaze Burfict qui va revenir casser des tronches. Il revient de Ouais, suspension. voilà, en parlant là, donc, d'indiscipline. Ouais, lui, il nous a pas manqué. Bon, est-ce qu'il y a une chance pour la défense des Falcons? Erreur, interception relâchée, faute, blessure, là c'est la totale. C'est une catastrophe. Il y a Takk McKinley qui revient avec 3 sacs quand même, mais sinon ça sent très mauvais et il plombe complètement cette attaque, quoi. Ah ouais, non, c'est compliqué parce que ça fait 2 matchs que l'attaque des Falcons vraiment marche très très bien. Il n'y a absolument rien à reprocher à Matt Ryan et à ses coéquipiers depuis 2 matchs. Mais alors, côté défense, entre les blessures, les choix défensifs un peu hasardeux, là j'ai noté notamment quand donc le coach des Falcons décide de mettre leur cornerback Brian Poole au poste de safety. Du coup, tu te retrouves avec un cornerback rookie sur AJ Green lors du dernier drive où AJ Green marque le touchdown. Il y a en plus des choix défensifs un peu étranges où Greg l'a souligné déjà la semaine passée, la semaine d'avant et en fait depuis le début de la saison. C'est sa croisade à lui. C'est très compliqué. Et de toute façon, tant que la défense est à ce niveau-là et qu'elle ne permet pas à l'attaque de gagner le match avec 36 points, il n'y a pas grand-chose à espérer, quoi. Enfin, non. Colts 34, Texans 37. Est-ce que Frank Reich a bien fait de tenter une 4e et 4 yards sur ses 43 yards à la fin de la prolongation? Bah, Je dis oui. Oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, et c'est ce qu'ont fait les Titans aussi, ouais. à ce moment-là, tu tentes, quoi. Il n'y a pas de raison que tu te contentes d'essayer d'aller arracher un nul. Attention, une grosse différence quand même avec les Titans, c'est que eux sont dans leur moitié de terrain et que s'ils loupent, ils donnent quasiment le field goal de la gagne dans l'autre sens. Hein. Ben oui, mais tu peux pas jouer avec la marche ou le frein à main ou la marche arrière. Enfin, il y a un moment, il faut prendre des risques dans ce jeu-là aussi. Et à ce moment-là du match, on n'est pas en premier quart-temps non plus. Enfin, à ce moment-là du match, il faut que tu essayes d'imprimer un truc psychologique un peu sur l'adversaire aussi, en mettant tiens, regarde où on est, on va quand même t'en mettre une. Donc bon. Moi, je suis d'accord, fallait qu'il la tente. Encore une fois, on a tellement reproché ici de ces coachs conservateurs qui tentaient pas sur des 4e, qui faisaient rien. Là, Frank Reich, il y va. Encore une fois, les Colts, ils ont un bilan d'une victoire, 2 défaites. Derrière, s'ils punt, c'est quasiment match nul parce qu'il reste très peu de temps aux Texans. À quoi ça te sert quand les Colts à l'heure actuelle de faire un match nul? Il n'y a aucun intérêt. Autant redonner de la confiance à Luck, autant donner de la confiance à toute ton équipe. Enfin, joue là. De toute façon, moi, je trouvais que c'était le bon choix et que ça va dans le bon sens, quoi. Et il l'a dit, Luck, que ça lui avait donné beaucoup de confiance et qu'il adorait ça et qu'il aime bien que le coach soit agressif. Et après, moi, je vous donnais les arguments, mais je suis totalement team la jouer. Enfin voilà, parce que les matchs nuls, c'est nul. Déjà. Et donc, de toute façon, voilà, c'est une bonne manière de dire on s'en fout de faire un match nul, on la joue. Andrew Luck, qui donc est allé quand même chercher la prolongation avec un drive de touchdown et une conversion à 2 points, donc il revenait de loin. Ça, c'est quand même encore une bonne nouvelle dans le retour d'Andrew Luck, c'est qu'il a mené un super drive. Il est à 464 yards et 4 touchdowns, donc il est vraiment bien sur le chemin du retour. Il n'est pas aidé du tout par le jeu au sol, donc là, il a retrouvé les bonnes vieilles habitudes. 2,4 yards par course, quand même, pour Indianapolis, donc on est sur du très lourd. Voilà, donc on est sur des Colts qui ont été bons en attaque avec Luck, ou en tout cas Luck est rassurant. En défense, ça a été un petit peu plus dur. Alors en face, c'était assez déchaîné quand même. Deshaun Watson a été spectaculaire. Il commence à avoir un bon groupe de receveurs. DeAndre Hopkins, 10 réceptions, 169 yards, un touchdown. Will Fuller, je crois, a capté un touchdown avant de sortir. Et le rookie Keke, ça c'est quand même très mignon. Il rentre dans notre top. Je sais que son vrai nom, c'est Keivan Tanani. Ou un truc comme ça. Je suis triste, je croyais. C'est Keke, c'est son surnom, il s'appelait vraiment Keke. Je me disais, après tout, il n'y a plus de limite maintenant. Donc, Keke Kuti, 11 réceptions, 109 yards. Par contre, il y a un vrai problème avec la ligne offensive du côté de Houston. Il prend 7 sacs, 9 plaquages pour perte. Enfin, c'est une catastrophe encore. Ouais, et c'est bête parce que c'est ce qu'on dit depuis des années que avec un bon quarterback, Houston irait loin. Là, le bon quarterback est censé être arrivé. C'était un peu difficile au début, là ça va mieux, mais qu'est-ce qu'il prend, le pauvre? Un mot pour Raphaël, 2 sacs pour JJ Watt, 2 sacs pour Jadeveon Clowney. Est-ce que tu les trouves toujours surcotés en défense? Surcoté, oui, dans le sens le pass rush joue enfin ensemble. Enfin, c'est peut-être une des premières fois où on a Watt et Clowney en même temps très bons. Donc tant mieux, forcément ça aide cette défense. Mais je maintiens que en dehors le pass rush permet de masquer la faiblesse des lignes arrière qui en prennent encore 34, qui prennent plus de 460 yards, malgré la pression qu'il y a eu sur Andrew Luck. Ouais. Moi, je trouve que les lignes arrière sont inquiétantes et que ça va empêcher les Texans d'aller en playoff cette saison.
Cowboys 26, Lions 24, Ezekiel Elliott 152 yards au sol, 88 yards dans les airs, une réception décisive en fin de match. 5 actions d'au moins 30 yards pour les Cowboys. Ça va mieux pour cette attaque de Dallas ou c'était Détroit? En fait, cette attaque de Dallas, j'ai l'impression qu'elle ne vit que par ses big plays et par les matchs hors normes de Elliott, et que quand il y a pas ces éléments-là, en fait, elle y arrive pas. Il faut absolument qu'il y ait un truc de ouf qui se passe, qu'il y ait soit Prescott, soit Elliott qui fasse un super match. Tu me diras, il y a plein d'équipes où ça fonctionne comme ça aussi, mais chez les Cowboys, c'est vraiment particulier. C'est-à-dire que soit ils sont médiocres, soit il y a vraiment 2 gros jeux ou un match énorme d'Elliott qui les sort de la panade. Et quand tu es obligé d'en arriver là pour battre les Lions, qui sont vraiment pas dans la dynamique positive, c'est que c'est quand même un peu l'arbre qui cache la forêt. Du côté de Détroit, on est encore plombé par la défense, évidemment. Est-ce que vous pensez que les dirigeants de Détroit ont fait tout simplement une petite erreur d'appréciation en embauchant Matt Patricia? Juste, je veux dire, est-ce qu'ils se sont gourés? Ils ont regardé les Patriots et ils se sont dit: ah, mais c'est le coordinateur offensif. Bon, ils ont une mauvaise défense, mais il a l'air d'être vraiment fort avec l'attaque. Ils l'ont pris comme ça et ils ont découvert seulement que c'était le coordinateur défensif des Patriots maintenant, et ils voient que leur défense, pardon, est aussi mauvaise que celle des Patriots l'an dernier. Parce qu'il y a un problème encore. Bon, il a moins de matos que certains autres. Ouais, il y a un problème en défense, mais notamment la défense contre le sol qui reste problématique. De toute façon, la thématique du sol à Détroit, que ce soit en attaque ou en défense, est un problème qui dure, qui persiste. Et effectivement, là, en défense, c'est compliqué. Ça est blessé en plus, non? Ouais, exact. Ouais. Après que Patricia ait besoin d'un peu de temps pour imprimer sa marque, pourquoi pas, tu vois, ça se défend après tout. Je sais pas s'il faut tout de suite mettre Patricia sous les roues du train. En fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a vraiment pas de changement en mieux par rapport à Jim Caldwell. C'est ça qui est un peu Ça, inquiétant. c'est vrai. En tout cas, sur le terrain. Après, dans les vestiaires, peut-être un peu. Oui, ça a l'air d'être pire dans les vestiaires. Ah oui, non, mais voilà, c'est un changement. C'est un changement. Bon, en tout cas, tu l'as dit, les problèmes restent les mêmes à Détroit. Le jeu au sol, et clairement, ils sont derniers contre la course. Donc, ça va être problématique. Packers 22, Bills 0. Drôle de victoire pour les Packers. Ils ont mis Buffalo donc à 0. Beaucoup de pression sur Josh Allen, intercepté 2 fois, saqué 7 fois. Mais Aaron Rodgers a dit après le match que son attaque n'est pas au niveau playoff. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ouais. Oui, il pourrait faire bien plus que 22 points sur ce match-là, en fait. Ouais. C'est vrai qu'ils ont pas eu l'air hyper dégourdi, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Cette attaque des Packers, elle est bizarre parce que ouais, t'as Aaron Rodgers et t'as plein de bons receveurs et bon, t'as pas de jeu au sol. Mais face à ces Bills-là, tu dois pouvoir faire mieux. T'as des équipes comme les Rams, ils leur en collent bien plus. Donc ouais, c'est pas une victoire rassurante. En tout cas, c'est pas une victoire très encourageante pour les Packers, je trouve. Je pense qu'on a un Aaron Rodgers qui en vrai joue un peu sur une jambe. Je l'ai senti assez emprunté, pas précis sur ses lancers, pas capable de faire de beaux lancers quand il essayait un peu d'échapper de la poche. Ouais, je pense qu'il est un peu blessé. Ça explique pourquoi cette attaque a du mal, plus le manque de jeu au sol, etc. Et là, pour le coup, ils doivent vraiment leur victoire à la défense, comme tu l'as dit, qui a complètement harcelé Josh Allen, et le pauvre quarterback rookie, il s'est retrouvé face à un mur. C'était trop compliqué à gérer. Mais Green Bay a besoin d'un Aaron Rodgers en meilleure forme et une attaque en meilleure forme pour faire quelque chose. Et moi, je sais pas, je surveillerai quand même un peu plus l'état de santé du quarterback. Il y a quand même 110 yards pour le trio Williams, Jones, Montgomery au sol. Bon, sur ce match-là, ils ont à peu près été productifs. Après, là où je te rejoins, c'est Rodgers sur une jambe. Et il a quand même l'air d'être agacé, je trouve, depuis un an. Il multiplie les déclarations un petit peu. Il avait déjà eu le mécontentement quand Jordy Nelson était parti. Il y avait eu des petites déclats de plus en plus régulières, j'ai l'impression. Je sais pas si ça agace ou si juste il dit ce qu'il pense. Mais peut-être qu'il a conscience que son potentiel n'est pas éternel, donc qu'il aimerait bien que ça se bouge un peu du côté des dirigeants. Et puis le nom à retenir dans ce match pour les Packers, c'est Kyle Fackrell, que vous ne connaissiez peut-être pas avant ce match. 3 sacs pour lui avec cette équipe de Green Bay. Juste une question sur les Bills. On l'a dit, bon évidemment Josh Allen a eu des problèmes, il est rookie, ça va arriver. Des changements à prévoir ou pas? Il y a la date des transferts qui approche. Est-ce que vous pensez que le Sean McCoy et ou Kelvin Benjamin peuvent être échangés? T'en tires quoi? Un tour de draft? Bah, même pour pas grand-chose, mais eux, ça leur permet d'aller jouer un titre et éventuellement, en tout cas, à la J.A.J.I. l'an dernier, par exemple. Ouais, je sais pas. Oui, alors ce serait plus un beau geste de la part des Bills qu'un vrai intérêt sportif, je pense.
Parce qu'un McCoy, il pourrait avoir une petite cote et apporter un petit truc à une équipe qui a une ligne offensive. Hein. Je suis pas convaincu parce que McCoy, je pense qu'il est bien dans cette équipe-là parce qu'il a pas un quarterback qui lance beaucoup. Oui, c'est vrai. Jaguars 31, Jets 12, défense impeccable pour Jacksonville, une des rares défenses impeccables en NFL. Et puis une attaque qui a accumulé 503 yards. En clair, ils ont dominé. Du côté des Jets, si la défense lâche, ça va devenir un petit peu compliqué, messieurs. Ouais, il n'y a pas que la défense. Il y a la défense qui a lâché. Il y a le jeu au sol, puisque le duo Isaiah Crowell, Bilal Powell à 26 yards gagné à la course. Crowell, c'est 0 en 4 courses. Ouais, voilà, c'est quand même très compliqué. Darnold, forcément, il se retrouve sans jeu au sol avec une pression monstre. Donc lui, de son côté, il est pas loin de lancer 3 interceptions. Il a de la chance. Il y a 2 drops de Ramsey. Il y a une pénalité. Il s'en sort vraiment pas mal. Voilà, bon, c'est une équipe des Jets qui, je trouve, est un peu plus décevante que l'an dernier. L'an dernier, on n'attendait rien d'eux. Ils ont pas mal surpris avec un bon état d'esprit, etc. Là, il y a Darnold, mais Darnold suffit pas à cacher un peu tout ce qui est décevant autour de cette équipe. Donc, je commence à me dire que Todd Bowles va peut-être prendre la porte malgré tout à la fin de la saison. Ouais. Disons qu'ils ont trouvé le quarterback, mais c'est vrai qu'on sent plus la faiblesse du reste de l'effectif cette année. Ouais, l'apprentissage est dur. Hein. Ils perdent face aux Dolphins, ils perdent face aux Browns, là ils perdent face aux Jaguars. C'est un début de saison qui, comme le dit Raphaël, est un peu difficile à encaisser parce qu'il contraste beaucoup avec ce qu'on avait vu l'an dernier. Là, on avait un peu d'attente du fait de la bonne saison de l'an passé et de Sam Darnold. Et le rookie est pas mauvais, mais il est un peu esselé et bon, ça va pas être facile pour lui cette saison. Un petit mot sur la transformation à 2 points des Jaguars en fin de match. Doug Marrone dit non, mais c'est parce que c'est prévu comme ça. Quand ça permet de mener de 19 ou de 21, je sais plus. Quand on est à 19 d'avance, ça fait 21, donc il faut transformer à 2 points. Moi, j'ai juste appliqué bêtement et méchamment. Est-ce que vous pensiez qu'il voulait un petit peu en mettre en plus? Il n'a pas eu le boulot des Jets en 2015. Est-ce qu'il est un peu amer par rapport à ça? Moi, je reprocherais pas si c'est le cas parce que déjà il fait ce qu'il veut. En plus, son équipe fonctionne. Tu peux toujours dire que ça t'entraîne à lancer plus. Enfin, moi, je vois pas de problème à le faire. Je vois pas ça comme un manque de respect horrible, comme un mec qui irait dunker un match de basket à la fin alors qu'il mène de 30 points. Enfin, voilà, pour le coup, ça, je trouve ça pas forcément mauvais esprit. Raphaël, tu fais ou pas? Ouais, j'ai pas de. Moi, je suis comme Raoul. Et moi j'irais encore plus loin dans le sens de Raoul, c'est que le mec qui veut dunker ou tirer à 3 points à la fin du match de basket qui gagne de 30 points, il peut le faire aussi s'il veut. Ouais, là c'est quand même plus chaud parce que c'est. T'as qu'à l'arrêter, qu'est-ce que tu veux? Mais tu humilies un peu le gars en face, quoi. Alors que là, mettre à 2 points, c'est le jeu, quoi. Bon, tu peux aussi dire que ton kicker est nul. Hein. À l'échelle NFL, c'est quand même la conversion à 2 points en fin de match gagné, c'est un peu comme un dunk en fin de match. Hein, donc, je sais pas quand même. Moi, ça me choque moins. Après, bon. Patriots 38, Dolphins 7. Défense des Patriots qui a complètement bloqué Miami. 172 yards seulement. 100 yards pour Ryan Tannehill. Un fumble. Est-ce qu'on a retrouvé les Dolphins ou les Patriots? Un peu les deux quand même. Non mais les Dolphins ils étaient mignons à se la péter, à dire qu'ils avaient 3-0, que c'était trop la teuf, qu'ils allaient régner sur la FC Est. Enfin quand même doucement. Hein. Les Patriots même un peu amoindris, c'est quand même une super équipe. Donc je pense que ce match reflète un peu plus la réalité des forces de ces deux équipes-là que ce qu'on a vu depuis le début de la saison. La stat qui tue, c'est qu'au moment où les Patriots mènent 38-0, Sonny Mitchell, le rookie des Patriots, avait plus de yards que toute l'attaque de Miami. ça résume la rencontre. Les Pats ont trouvé des bonnes solutions avec ce qu'ils avaient dans leur effectif, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils sont vraiment relancés ces Patriots, Raphaël, ou pas? Relancé, ouais, sans doute. Il y a eu des bons retours. Je pense notamment sur la ligne, il y a le retour de Marcus Cannon sur la ligne offensive qui fait forcément du bien. Et comme de par hasard, Sonny Mitchell, le coureur, sort son meilleur match. L'attaque aussi de manière globale. En défense, il y a Patrick Chung qui est revenu, qui pareil a apporté quelque chose en plus à la défense, un peu plus une défense qui a tout de suite donné l'impression d'aller mieux avec son vétéran. Donc il commence à y avoir des retours. La semaine prochaine, c'est Edelman. Petit à petit, les pièces du puzzle reviennent. On est toujours qu'à 4 matchs. Après, moi, j'ai jamais été inquiété particulièrement pour les Patriots. Donc, c'est juste qu'ils remettent la machine en route. Ça va faire les playoffs. Ça va régner sur la FC Est. Et puis voilà. Enfin, ça ira bien. Bon, et puis Miami, on l'a dit, qui revient plutôt à son niveau d'équipe moyenne avec peu de profondeur dans l'effectif et qui va dépendre un peu aussi de ce qu'il y a en face d'une semaine sur l'autre. J'espérais mieux Cardinals face à son ancienne équipe. J'espérais qu'il brillerait un peu, mais
Ouais, mais... Ouais, sauf que comme beaucoup de receveurs des Patriots, une fois qu'il a quitté le bercail. Tu veux dire que Cardinals 17, Cardinals 17, Seahawks 20. L'image de ce match, c'est quand même la sortie d'Earl Thomas avec une jambe cassée, en train de faire un doigt d'honneur visiblement à ses coachs. A priori, on ne le reverra plus à Seattle. Sa saison est terminée. Il est libre au mois de mars. Ce serait quand même une grosse cote qui re-signe dans les conditions Clairement. actuelles. Bon, il a bien raison d'être énervé, à mon sens. On va peut-être parler du match là et d'Earl Thomas dans les top flops, parce que Ok. je vous ai gardé ça. Ils ont quand même gagné sur un field goal à la dernière seconde. On se demande toujours pourquoi ils ont drafté Rashad Penny au premier tour, puisque c'est Mike Davis qui a pris le relais de Chris Carson au sol. Il a gagné 101 yards en 21 courses, alors Penny a apporté un petit peu aussi. 171 yards au sol pour les Seahawks. C'est clairement la clé de leur victoire. Depuis qu'ils bourrinent au sol, ils vont mieux. Bah voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai regardé au niveau des stats. Donc sur ce match-là, ils sont à 31 courses, 26 passes. Sur celui d'avant, ils sont à 39 courses et 26 passes et les deux sont remportés. Alors que les deux premiers matchs qu'ils perdent, ils ont un ratio totalement inverse avec 36 passes pour 19 courses. Donc clairement, le jeu au sol est la solution pour Seattle. Bourriner. Ça permet peut-être à Russell Wilson d'être moins sous pression constamment à chaque snap. Ça permet aussi à la défense de pas être trop sur le terrain parce que là, ils maîtrisent quand même beaucoup plus qu'avant le chrono. Ça joue, ils font des drives plus longs. Ils arrêtent les drives éclairs avec des passes de Russell Wilson de 50 yards, 45 yards. Donc, moi, je pense que c'est la clé pour cette équipe. Et à la fin, c'est une équipe qui va être chiante à jouer pour les trois quarts des franchises. C'est pas flamboyant, mais ça va être chiant à jouer pour les trois quarts des franchises et que c'est pas idéal, mais ils ont retrouvé un système qui leur permet de gagner, quoi. Du côté des Cardinals, Josh Rosen a mené son équipe à un field goal qui aurait pu les mettre devant, mais Phil Dawson a manqué, c'était en fin de match. Rosen est donc à 15 sur 27, 180 yards, un touchdown. Il y a beaucoup de drops de ses receveurs, même de Larry Fitzgerald en plus, si je dis pas de bêtises, ce qui est assez inhabituel. Deux même. Deux, voilà. C'est plutôt un bon début quand même pour Josh Rosen. Ça aurait pu être bien pire, surtout à Seattle. Ouais, c'est encourageant. Et on partait de loin de toute façon avec Carolina. On a vu qu'avec Bradford, on n'arrivait à rien. Cardinals. Ouais, Arizona. J'ai dit, oui, pardon, Carolina. excusez-moi, c'est un petit lapsus. Non, on partait vraiment de loin et c'était la bonne solution de mettre Josh Rosen. Encore une fois, il joue contre des équipes pas faciles et il fait ce qu'il peut. Et tu l'as dit, ses receveurs l'aident pas, son kicker non plus. Mais bon, je pense que c'était quand même le bon choix pour les Cardinals. Raiders 45, Browns 42. Enfin une victoire pour les Raiders. Ils ont été les meilleurs en deuxième mi-temps. Enfin aussi, Derek Carr a lancé 58 passes. Marshall Lynch a gagné 130 yards en 20 courses. Amari Cooper a capté 8 ballons pour 128 yards et un touchdown. Enfin, du côté d'Oakland, est-ce qu'on est soulagé pour quelque chose et est-ce que ça peut lancer cette attaque de John Gruden ? Je sais pas si ça peut la lancer. En tout cas, pour le coup, là, sur ce match, faut vraiment reconnaître à John Gruden la victoire. C'est lui qui, par ses appels de jeu et par ses schémas offensifs, a vraiment mis en difficulté la défense très agressive de Greg Williams, qui était plutôt bonne jusque-là. Il a complètement fait dérouter la défense des Browns. Donc clairement, je trouve que le mérite revient en partie à Gruden sur ce match. Est-ce qu'il va pouvoir le confirmer sur d'autres ? C'est encore différent, mais avec plus de jeu au sol, un Marshall Lynch vraiment bon, aidé par des tight ends un peu plus bloqueurs. Enfin, c'était la bonne méthode pour battre ces Browns-là. Gruden l'a trouvé, donc est-ce que ça va les lancer après ? Je sais pas. Moi, je vous trouve bien optimiste pour une équipe qui a pris 42 points par les Browns quand même. Il y a de ça aussi. 42 points avec 4 ballons perdus par Baker Mayfield. En plus. En plus. Ouais. Donc ça veut dire que c'est porte ouverte quand même en défense. Alors tu l'as dit par contre, Raphaël, la défense des Browns, elle a pris 565 yards sur le nez de la part des Raiders. Donc en effet, beau plan de jeu de John Gruden, il fallait les mettre. Et donc du côté des Browns, on l'a dit, Baker Mayfield a 4 ballons perdus. Et ils étaient quand même pas loin, donc ça c'est positif, mais ça montre aussi qu'il fallait quand même pas s'emballer après la défaite de la victoire de la semaine dernière. Ils sont pas arrivés, ils vont pas aller en play-off, ils vont pas gagner le titre tout de suite. C'est pas l'emballement de la semaine dernière était quand même assez impressionnant. On n'en est pas là, quoi. Ils vont avoir des hauts et des bas et ils sont pas encore arrivés. On est d'accord là-dessus quand même. Ouais, mais il y a des joueurs qui vont aider. Baker Mayfield de premier, Nick Chubb au sol, elle a fait un super match avec 105 yards en 3 courses et 2 touchdowns. Donc ok, c'est des gros jeux, mais c'est encourageant. Myles Garrett continue d'être hyper présent en défense aussi. Donc il y a des éléments pour continuer à construire. Certes, ça va pas gagner cette année, mais
encore une fois, dans les années à venir et dans un futur pas si loin que ça peut commencer à devenir Non, super intéressant. Bien sûr, peut-être même qu'ils jouent les playoffs l'an prochain, hein, j'en sais rien, mais voilà, Oui, faut c'est du pas temps, étonnant. faut du temps pour que ça s'assemble et que ça prenne quand même. C'est ça. Giants 18, Saints 33. Alvin Kamara a fait le boulot en attaque, 3 touchdowns, et la défense s'est un Enfin. peu repris pour les Saints, ou alors c'est l'attaque des Giants qui est mauvaise. Raphaël. C'est l'attaque des Giants qui est mauvaise. Il y a un vrai problème. Il suffit de voir comment est utilisé Odell Beckham Jr. pour. Enfin, tu files pas 90 millions à un receveur pour l'utiliser sur des passes de 5 yards. Je vois absolument pas l'intérêt. Non, il y a un problème offensif parce que les Saints se sont pas spécialement améliorés sur ce match. Ils ont juste pas été attaqués en profondeur sur les passes en profondeur, ce qui était leur faiblesse depuis le début de la saison. Donc voilà, ils l'ont pas été parce que soit Manning, soit là, il y a trop de pression sur Manning, soit Manning est juste pas capable de faire une passe précise de plus de 15 yards, n'est c'est plus possible. capable en tout cas. Ouais. Il l'est plus, manifestement ce qui monte depuis le début de la saison. Donc il y a un problème offensif côté Giants. Et là, bah, j'ai envie de dire que ça va aller très vite. C'est soit le coach meurt cette saison avec Manning, soit il essaye de provoquer quelque chose. T'en es là, t'en es à bencher Manning. Peut-être tu veux bencher Manning. Tu sais que le dernier qui a fait ça, il s'est fait virer. Ouais, je sais que le dernier, mais le dernier avait peut-être eu raison malgré. Mais c'est toujours pareil. T'as des mecs un peu qui tentent des. En fait, McAdoo, on lui a surtout reproché de mettre Geno Smith et pas Davis Webb et pas de tenter le rookie, quitte à bencher Manning, autant tenter un rookie. C'est ça qui lui a été reproché. Là, si Shurmur envoie le rookie Kyle Loleta qu'ils ont drafté, bah, à la limite, les gens se diront bah, on le teste cette année. Moi, je pense que clairement, Manning est là. Je pense qu'il faut quand même. Manning n'est plus la solution en attaque pour les Giants. Il y a trop de skill players pour que cette attaque galère autant. Donc, bon, On va inverser la question de l'an dernier où on disait tout le temps ouais, mais c'est pas grave si les Giants veulent plus d'aller Manning, il faut que les Jaguars montent un trade. Maintenant, on va dire est-ce que les Giants doivent monter un trade pour Blake Bortles? Bon, en tout cas, 3 sacs, 2 fumbles. Du côté des Saints, on l'a dit, ça continue de dérouler en attaque avec Alvin Kamara notamment. Ils vont récupérer Mark Ingram la semaine prochaine. Et Tyson Hill continue de régaler avec une passe sur fin de punt cette semaine. C'est l'homme à tout faire. N'hésitez pas à taper son nom dans la barre de recherche du site, on va faire un article. Il fait vraiment tout, ce garçon. Chargers 27, 49ers, 29 pour les Chargers, 27 pour les 49ers. On a vraiment cru qu'ils allaient nous faire une vraie Chargers en perdant contre une équipe à leur portée. Ils ont été menés de 14 points rapidement. Tout se mettait en place pour un vrai match Chargers. Mais non, il n'y a pas eu de punt bloqué, ce qui est quand même... voilà, c'est pas un match Chargers s'il n'y a pas de punt bloqué. Donc ils sont revenus malgré un kicker toujours aussi maladroit, ça change pas. C'est un nouveau, hein, mais il est aussi maladroit que les précédents. Ils se sont repris en attaque, aussi en défense. Derwin James a encore un sac et 2 passes défendues. Il blitz sur l'interception de la gagne. Tout le monde chante ses louanges. Philip Rivers le premier. San Francisco s'en est plutôt bien sorti pour les 49ers avec CJ Beathard, 23 sur 37, 298 yards, 2 touchdowns, 2 interceptions. Messieurs, est-ce que... bah oui, j'ai dit beaucoup de choses. Vas-y, on va après. Voilà, je vois que je vois que j'ai dit beaucoup de choses. Je vous ai vu remuer. Non, mais une observation sur ces équipes, du coup? Oui, tu as bien fait de mentionner que les Chargers restent quand même fidèles à eux-mêmes avec quand même 2 extra points ratés. C'est plus que tout le reste de la ligue sur le début de la saison. Donc ça, c'est superbe. Et non, et tu as raison, si CJ Beathard fait pas un si mauvais match finalement, et c'est peut-être ça aussi qui était surprenant entre guillemets pour les 49ers, parce qu'on s'attendait vraiment à ce qu'ils se fassent écraser par la défense de Los Angeles. Bon, donc ça, c'est plutôt rassurant pour les 49ers qui sont à une victoire, 3 défaites, donc déjà ça va être compliqué pour la suite de la saison, mais au moins ça va pas être une saison blanche, quoi. Il va pas rien se passer, tu vas peut-être pouvoir lancer des trucs. Matt Breida là se fait bien bloquer, mais il faut dire que la défense des Chargers est quand même forte en run stop, donc bon, au moins c'est pas perdu complètement pour San Francisco. Maintenant voilà, heureusement que Los Angeles gagne et continue d'avancer, de progresser avec une équipe qui est quand même bien meilleure sur le papier. Et San Francisco, il y a George Kittle aussi, le tight end, avec 6 réceptions, 125 yards et un touchdown, qui pourrait être une des satisfactions, une des progressions de la saison. Donc il va se passer des choses quand même. Et puis Los Angeles continue à faire du yo-yo de temps en temps. On termine avec Steelers 14, Ravens 26. 47 yards pour les Steelers en deuxième mi-temps. Le match a commencé avec des gros gains. Et puis les Ravens sont revenus à leurs fondamentaux. Grosse défense, long drive, Joe Flacco efficace. Et ils m'ont fait gagner le pronostic de la semaine. Oui, j'avais mis différemment de vous sur ce match. Et je suis content. J'ai enfin marqué un point. Et voilà. Et j'ai envie de dire... non, je ne vais pas dire de choses méchantes. Mais je sais que certains ont remis en cause mon pronostic dans la rédaction avant ce match. J'ai gardé les noms.
Ah bah pour moi, donc ça va, mais. Non, c'est pas vous. C'est pas Ouais. vous. Non, c'est pas vous, mais c'est Grégory dimanche qui m'a dit je comprends toujours pas pourquoi t'as pronostiqué les Ravens. Ah, la Et bah voilà. violence. Et bah voilà. ok. Est-ce que les Steelers sont en crise? Ah ouais, franchement. Bah, Ou en tout cas, est-ce qu'ils ne font plus partie des favoris? ça c'est disons que c'est toujours une équipe qui va être difficile à jouer, mais je pense que pour répondre à ta première question, que quand t'es à une victoire, 2 défaites et un nul, sachant que c'est un nul contre les Browns, ouais, t'es en crise quand t'as une équipe comme ça. De toute façon, dès le départ, ça sentait mauvaise cette histoire avec Le'Veon Bell, et je pense que c'est clairement en train de miner le moral de tout le monde. Et ça se voit, quoi. C'est Ben Roethlisberger, il y est plus. Il y a le jeu au sol, il y a rien non plus du tout. Du coup, t'as l'impression que ça avance pas. Et pourtant, t'as des super jeux receveurs comme Brown, comme Juju Smith-Schuster. Ben, même avec ça, t'avances pas. Moi, je crois qu'il y a un problème du côté de Pittsburgh. Raphaël, tu veux dire un mot sur Pittsburgh ou tu passes directement à Baltimore? Non, Raoul a à peu près tout dit sur les Steelers. Non, je vais plutôt passer à Baltimore. Je suis pas surpris de les voir à ce niveau-là. Ils sont revenus, comme tu l'as dit, enfin, ils ont une défense qui, pour le coup, contrairement à beaucoup de défenses dans cette ligue, il y a très peu de trous sur les 3 lignes, on va dire, defensive line, linebacker et cornerback, safety. C'est assez complet. Il y a du bon niveau partout. Et en plus, il y a Jimmy Smith, le cornerback, qui va revenir à partir de la semaine prochaine. C'est ce que fait le nouveau coordinateur défensif dont j'ai oublié le prénom. Ah oui, mais il a un surnom et tout en plus. Ouais. C'est Don ouais, Wing. qui en tout cas fait du bon taf après les dernières saisons un peu décevantes sous Pease. C'est vraiment pas mal en défense. Et puis en attaque, ils ont retrouvé un peu de créativité. Il y a notamment, je pense, à ce jeu où ils alignent un de leurs tight end au poste de left guard et le mec feinte totalement la défense des Steelers, le voit pas venir. Il repart sur faire la réception. L'arrivée de John Brown en tant que receveur fait beaucoup de bien à Joe Flacco parce que c'est une menace en profondeur et ça, Joe Flacco l'avait plus forcément. Il a retrouvé une menace en profondeur et il y a une escouade de tight end qui commence aussi à aligner les réceptions. On sait que les meilleures années de Flacco et des Ravens, c'était justement qu'il avait Donny Spita, un vrai tight end. Là, il retrouve ça. Donc, moi, je suis plutôt emballé par ces Ravens qui font un vrai bon début de saison. Donc ça me surprend pas et je pense qu'ils ont vraiment les moyens d'aller chercher cette division, quoi. Et pour rebondir sur ce que tu disais, moi je pense que c'est aussi ça qui est essentiel, c'est qu'ils ont beaucoup plus de variété dans les choix aériens. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller en profondeur, ils peuvent aller avec des tight ends différents, ils peuvent aller avec un Crabtree. Enfin voilà, il y a beaucoup plus de variété et ils peuvent beaucoup plus exploiter le bras de Flacco dans ces conditions-là. Il sera jamais élite, mais il peut faire des choses quand on lui en donne les moyens et de la variété comme ça. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis leur défense est toujours aussi forte. Et ils récupèrent Jimmy Smith, je crois que tu l'as dit, dans la semaine à venir. Donc là, ils vont encore plus se régaler. Voilà pour les matchs de la semaine. On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine. Alors, j'ai dit qu'on allait parler d'Earl Thomas, mais je réalise que je l'ai mis ni dans mes tops ni dans mes flops. Est-ce que quelqu'un l'avait? Ah, non. Non, moi non. Personne ne l'a. Bon, alors je vais mettre. Allez, je vais commencer par un spécial sur Earl Thomas. Ça m'a fait beaucoup rire son doigt et je trouve que, enfin, il a raison d'être énervé parce qu'il s'est fait avoir et qu'il aurait dû faire comme le Von Bell. Voilà. Parce que après, c'est pas la même situation. Alors, il a quand même déjà gagné 55 millions en carrière, hein, Earl Thomas, donc il peut prendre sa retraite aujourd'hui s'il veut. C'est plus vraiment une question de sous, mais dans les faits, si son truc c'était vraiment le pognon et de pas prendre de risques, etc., bah ouais, fallait pas venir jouer. Donc là, le Von Bell là-dessus, en effet, a plutôt eu raison par rapport à lui. Et alors je sais, il y a l'équipe, etc., et il faut être solidaire de ses coéquipiers, etc., mais je veux dire, c'est un business. S'il estime qu'il n'est pas payé à sa juste valeur et qu'il a de quoi déjà vivre pour 4 ou 5 vies, il n'a pas besoin non plus de venir se casser les genoux ou les tibias. Donc voilà, il a de quoi être un peu énervé, mais il aurait pu faire comme l'ami de Von Bell. Qui lui devrait revenir cette semaine 7 ou 8, hein, d'ailleurs, selon. Enfin, semaine 7, ils sont en repos, donc il devrait revenir vers là et jouer en semaine 8, selon ESPN, pour faire un peu d'actu en même temps. Messieurs, on passe au top qu'on avait prévu. Raphaël, ton top. Mike Vrabel, le nouveau coach des Titans, on en a parlé, qui a joué cette 4e tentative pour aller chercher la victoire. Donc j'aime bien cette nouvelle philosophie. Et il a en plus, pour avoir pas mal regardé les Titans,
je sais pas, il est en train de me hyper sur une équipe à laquelle je pensais pas spécialement m'intéresser, pour être très franc. Donc, plutôt hâte de suivre la suite, quoi. Tiens, tu veux une théorie de Ross Tucker, donc, qui a un podcast et qui est un ancien joueur NFL, qui disait ces nouveaux coachs qui sont agressifs, Doug Peterson, Mike Vrabel, tu disais, et Frank Reich, il disait ils sont agressifs parce que c'est des anciens joueurs et qui jouent pour gagner. C'est possible. Ouais, non, ça se. Je trouve ça pas bête en effet. Alors Sean McVay, il a pas ce passif-là pour le coup, mais Peterson et Vrabel, c'est vrai que ça peut se dire, ces mecs-là, ils connaissent le truc d'être sur le terrain et de pas avoir envie de jouer pour un match nul quand tu es en prolongation. Raoul, Moi, mon top, c'est pas sur les terrains de NFL, c'est sur le site Jeune Actu, puisqu'en fait, j'ai décidé de choisir les FAQ du foot, la nouvelle chronique de Guillaume comme top. Et honnêtement, ça fait longtemps que je suis le foot américain, mais vraiment, j'apprends énormément de trucs à chaque fois. Donc, ouais, c'est un peu l'autopromo, c'est vrai, mais je voulais quand même tirer un grand coup de chapeau à Guillaume qui écrit ces articles et qui sont déjà salués par les auditeurs et les lecteurs sur le site. Mais ouais, un Surtout grand par les bravo. lecteurs, parce que Ouais, les auditeurs, c'est un peu plus compliqué. il y a peut-être des gens qui écoutent le podcast aussi qui lisent les trucs, mais voilà, c'était le moment de lui dire bravo. Et donc top. eh ben, on s'y joint tous parce qu'en effet, ça apporte de la vraie valeur sur le site et on a beaucoup d'excellents retours. Et je te remercie, Raoul, d'avoir fait l'autopromo parce que c'est plus discret quand c'est pas moi qui l'a fait. Évidemment, bien sûr, toujours là pour toi. Le top pour moi, donc il y a les entraîneurs agressifs, Raphaël, tu l'as dit, et puis du coup, j'en profite, glisser un big up à notre gars sûr Adam Vinatieri quand même, recordman de field goal réussi, qui est quand même incroyable. Et il a plus de 40 ans, oui, il doit avoir quoi, 44, non, en plus? Et c'est le plus vieux joueur. Moi. C'est le joueur le plus âgé. Bon, je sais plus. C'est le plus âgé de la ligue, ça c'est sûr. Mais en tout cas, attendez, je vais vérifier. Il a 45 ans. Voilà, il a 45 ans. Donc voilà, il continue et il va bientôt battre le record de points total de Morten Andersen. Donc il est incroyable. Il a 3 Hall of Fame. oui, il en a Hall of Fame, bien avec, sûr. il en a 2 avec les Patriots. Non, il en a 3 avec les Patriots. Ouais. Oui, il en a 3 et 1 avec les Colts. Donc en plus. Ouais, Hall of Famer, clairement. Les flops, Raphaël. Les défenses NFL, globalement, là, depuis le début de la saison, c'est quand même difficile ce qu'on voit du côté défensif pour pas mal d'équipes. En dehors, aller peut-être, si on les compte sur les doigts, on peut les compter sur les doigts d'une main, des Ravens, Jaguars, Bears et Titans, Eagles qui montent des bons trucs par moment. Et encore, c'est pas tout le temps continu. Je trouve que les défenses NFL sont vraiment en difficulté. Je sais pas si c'est un problème d'adaptation en début de saison, si c'est lié aux nouvelles règles sur les passeurs qui font que les défenseurs sont peut-être un peu plus un peu moins virulents, un peu plus frileux, mais en tout cas, je trouve qu'il y a un petit souci au niveau des défenses. Et si c'est pour voir 1000 yards par match et 10 touchdowns, bon, voilà, ça Regardez m'emmerde la un peu, NCAA, quoi, c'est ça que tu veux dire? Non, je ne franchirai pas ce pas. Raoul, ton flop. Moi, mon flop, c'est les Buccaneers, c'est la manière dont a été géré le cas Winston Fitzpatrick. En fait, je suis un peu surpris qu'ils aient choisi de faire rentrer Winston à la pause, dans la mesure où Fitzpatrick, de toute façon, pouvait pas faire grand-chose dans la mesure où c'est sa défense qui se fait ouvrir. Et surtout, je trouve qu'il y a beaucoup de drops de ses receveurs, qu'il n'est pas du tout aidé, et du coup d'avoir fait rentrer Winston qui derrière est pas bon non plus, je comprends pas bien l'intérêt. J'avais dit que s'il perdait Fitzpatrick un match, il fallait faire rentrer Winston, ok, mais enfin je sais pas, attends la fin du match, laisse-lui la fin du match pour essayer de prouver quelque chose ou d'être définitivement sûr. Là, de l'avoir changé au milieu, j'ai trouvé ça très bizarre. Mais clairement, c'est une gestion bidon façon Buccaneers, puisqu'on a bien vu que la gestion d'effectifs ces derniers temps, voilà. Mais clairement, c'est ce que je dis. Les mecs, ça fait genre un peu. Bon, on fait confiance à Ryan Fitzpatrick. Ouais, il a raté une passe, c'est bon. Non, mais on doit remettre James Winston. Hein. Non, on n'a pas le choix, hein, clairement. Donc, c'est un peu bidon. Le flop pour moi, ce sera les prolongations. Et pour alors, pas la prolongation en elle-même ou les matchs nuls, c'est que je voudrais qu'on change la règle de la prolongation. Qu'on passe une bonne fois pour toutes à la règle de la prolongation NCAA, qui est très bien, qui ressemble à un tir au but, c'est-à-dire ballon sur les 25 yards, tu marques un field goal ou tu te fais intercepter, l'autre équipe elle a une chance, elle fait mieux, elle gagne, elle fait pas mieux, elle gagne pas. Et si elle fait la même chose, on continue. Ouais. Et en plus, après la 3e fois, obligation de conversion à 2 points. J'ai découvert ça, je savais même pas. Mais obligation de conversion, c'est obligatoire de tenter des conversions à 2 points quand on arrive à la 3e fois. Et là, tu as des vrais pénaltys et tu as un vrai truc qui est excitant. Le public, il est bouillant parce que tu mets la balle aux 25 yards direct, c'est chaud bouillant si tu es en attaque ou en défense. Et au moins, on a un vainqueur. Ah, ça. C'est ça ma Il n'y a pas de limite de temps? Non, il n'y a pas de limite, il n'y a plus de chrono.
Ah ouais, mais c'est ça le problème, en fait, je pense, qui va faire que ça n'aura jamais lieu. C'est que le foot américain est un produit inventé pour la télévision américaine et il y a forcément une contrainte de temps à un moment parce que tu peux pas déborder de ouf autant que tu veux, quoi. Bah, oui et non, parce que là, tu sais pas combien de temps elle va durer la prolongation non plus. Si les mecs ils marquent un touchdown sur la Ouais, première mais action, elle a duré vite. 10 secondes. Parce que si ça va jusqu'au 6e et qu'ils convertissent tous leurs trucs à 2 points. Ouais, mais ils partent des 25 yards, c'est des drives très courts. 6, 7 fois, 8 fois. Enfin, la prolongation, la prolongation Eagles-Titans, ça a été très sympa à regarder. Il y a eu du suspense. Moi, je pense que c'est un faux. Enfin, je pense que c'est un faux problème. Mais alors attention, moi c'est aussi pour qu'on ait un vainqueur à la fin. Moi, à la c'est rigueur, aussi pour je ça. serais d'accord avec toi dans la mesure où, et ça fait des années que je milite pour, il faut vraiment que les deux équipes aient la possibilité de jouer le ballon. Oui, voilà, à la limite, ça. Ça, ça pour moi, c'est impensable qu'on ait encore une possibilité, que sur un pile ou face, tu puisses gagner sans cloter le ballon, ça c'est fou. Mais une limite, moi, à la je rigueur, comprends pas. un truc. Tandis, c'est 3 maximum et au dernier, c'est 2 points obligés, mais si personne ne le fait, c'est fini. Attendez, vous avez l'air. Ouais, alors je sais que vous n'êtes pas très fan de NCA, mais ça va jamais. Enfin, c'est des exceptions que ça aille à 3 ou 4 ou 5. Oui, mais c'est pour ça. C'est 1 ou 2. Mais laisse la possibilité de finir après, je pense. Enfin, je sais pas, encore une fois, c'est donner encore plus d'importance à l'attaque parce que c'est sur la. Enfin. Bah non, la défense, elle peut les stopper. Ouais, mais t'as que 20 yards pour stopper. C'est quand même. Enfin, excuse-moi, c'est. 25 yards, ça va. Ouais, d'accord. 25 si yards tu avec veux. un first down qui s'obtient au bout de 10 yards. Enfin, excusez-moi. Fais 30 alors, ça fait 3 downs. Non, voilà. Ouais, bon, bref. Bon, et après, moi, pour revenir sur ce que tu disais, Raphaël, de toute façon, on aurait des défenses qui arrivent à stopper un drive en fin de match, on aurait moins de prolongation. Parce que t'as l'impression que tous les comebacks, ils réussissent en ce moment. Voilà, ouais, il y a ça aussi, ouais. Allez, on passe aux questions. Les questions avec une logistique un petit peu bouleversée, mais Camille, tu ne m'en as envoyé qu'une. Alors je ne sais pas comment on fait, mais. Non, je pensais les poser en fait. Parce que j'ai oublié. Ah, Je peux vous les dire, je peux vous les poser. Camille, Ah, tu nous les poses. Eh ben, pardon, je croyais que tu devais me les envoyer. Voilà, on s'est mal compris. Alors Camille, vas-y. Alors, première question de Raphaël M. Pregnant. Bonjour à toute l'équipe. Ne trouvez-vous pas qu'il manque un vrai receveur numéro 2 chez les Saints? Breeze peut faire des miracles, mais j'ai l'impression que Michael Thomas est un peu seul. Et si c'était pour ça que Breeze est meilleur que Peyton Manning? Parce qu'il transforme n'importe quel joueur en bon receveur. Ouais, c'est sûr que Breeze peut faire des miracles et Breeze est un des meilleurs quarterbacks de l'histoire, mais qu'est-ce qu'apporterait aujourd'hui un vrai receveur numéro 2 plus qu'une flopée de receveurs Ouais, je sais pas. bis? Question suivante. Ted Ginn sert. Ouais. Déjà, il a fait de Ted Ginn un receveur respectable, ce qui est déjà très, très, très fort. Jujuju, le joueur de ces 10 dernières années qui aurait mérité le plus une bague de champion. Larry Fitzgerald, Jason Witten, Joe Thomas, Andrew Nuggets. Et qu'il l'a pas eu, j'imagine, du coup. Fitzgerald, c'est facile. Ouais, et puis Fitzgerald, il est passé à 2 minutes de l'avoir, c'était tellement cruel. Ouais, c'est ça. Oui, Aussi. Oui, j'étais pour Kurt Warner dans ce match. C'est vrai. Philip Rivers, voilà. C'est dit. C'est vrai, ça se défend. Franchement, et Tomlinson, il en a eu une? Non. Bah voilà. Rivers et Tomlinson, ils méritaient une bague. Alors, Papa Lions, salut la team, merci pour tout le boulot. Après un quart de compétition révolue, c'est l'un des avis tranchés définitifs. Quel est pour vous le pire QB titulaire? Allen. Ouais, c'est dur pour lui, parce qu'il n'est pas dans les bonnes conditions, mais. La pire escouade de receveurs. Oh là, attends, faut se faire les 32 d'un coup là. Celle des Bills. On va tout donner des Bills en fait. Non mais. La pire ligne offensive. Texan. Ouais, parce que c'est la plus triste en conséquence quoi. Et la pire défense. Les Chiefs. Les Buccaneers. Ouais, les Buccaneers en fait. Ouais, et enfin, quelle équipe ne sont déjà plus dans la course au playoff? Bah un peu celle qu'on a a citée. pas mal, hein. Bills, Buccaneers. Bon, il y en a plein. Hein. Enfin, il y en a plein, non. Les Steelers sont plus dans la course, moi je pense. Déjà? Avec deux défaites et un nul. Mais non, ils ont le temps. Ils vont pas pouvoir aller chercher la division. Hein. Non, mais ça s'entend. Hein. Enfin, de là à dire qu'ils sont plus dans la course au playoff après 4 matchs, quand même.
Bah, je pense Non, qu'en non, AFC, non, malheureusement, ça va pas être facile pour eux. Hein. Ouais, Voilà, c'est mon statement du soir. Ouais, ils sont à Alors- ils sont à 2 défaites des Bengals et des Ravens. Ils vont les jouer encore. Ouah, c'est dur quand même de dire. Bah, c'est ça, ils vont les jouer encore. C'est bien ce qui m'inquiète Non, mais pour tu eux. vois, moi, les équipes qui sont plus dans la course, je suis en train de regarder le classement, c'est les Colts, c'est les Giants, c'est les Cardinals, c'est les 49ers, Bah, sur les c'est les 0-4, Lions, c'est ceux qui sont au fond, quoi. Après, il y a encore un peu de temps, quoi. Allez, qui question est à suivante. 0-4? Alors, Archie Cardinals. Manning. Ah ouais. Bonjour l'équipe. Tyson Hill est-il le meilleur couteau suisse de la NFL, en tout cas chez les fans de Nola? Et c'est déjà le chouchou. Ouais, Et au ouais. passage, est-ce que Grégory, s'il est présent, connaissait ce joueur universitaire? Mais il est pas là. Ouais, Greg est pas là, et puis on l'a dit, il y a un article sur le site, mais ouais, il est kiffant, il fait plein de trucs, donc c'est plutôt pas Mais mal. il n'y a pas aussi un autre qui fait tout chez les Lions à New. Il est pas aussi un peu utilisé. rien du Ça me dit rien non plus. J'ai l'impression, je vais revérifier ça. Camille, Alors, Thomas Lucas. Salut l'équipe, merci pour vos podcasts au top. Question sur les QB. Après la performance de Jared Goff, peut-on encore le taxer de quarterback de système? non. Est-ce qu'on l'a vraiment taxé de quarterback de système? Et Ah, vous il y avait pouvez des faire doutes, ouais. Vous pouvez faire un pont sur ce qu'on appelle un QB de système, j'ai du mal à saisir. Est-ce qu'on fait un gros troll ou pas alors? Parce qu'on en a parlé avant l'émission. Moi, j'ai aucun problème. Non. Tu ne peux pas oser dire quel est un bon exemple de quarterback de système? Tom Brady? Tout ça parce que tu avais peur de le faire. Et voilà. Non, mais attends, mais c'est pas honteux d'être un quarterback de système. C'est pas une insulte. Je précise que c'est Raoul Villeroy qui a dit ça et non moi, Raphaël Masmejean. Je tiens à dire pour rassurer certains fans des Patriots qui. C'est vrai. Mais j'aime, mais je suis très admiratif de Tom Brady et de sa carrière. J'ai aucun problème. C'est pas une insulte, quarterback de système. Et justement, je préfère les gens qui utilisent qui utilisent leurs joueurs dans le système qui leur convient le mieux. Je pense que Brady est tellement bosseur qu'il aurait quand même réussi ailleurs et dans d'autres systèmes. Oui, non, mais probablement aussi. Mais c'est un très bonne réussite dans un système qui lui allait parfaitement. Après, quarterback de système, on va dire que c'est un mec qui applique et qui est utilisé comme un game manager et qui dépasse pas son cadre, quoi, et qui serait moins bon ailleurs, on va dire. Ouais. Une question suivante, Camille. Injal, à votre avis, qu'est-ce qui se manque aux Steelers pour enfin se réveiller? Leur situation seulement due à Le'Veon Bell? Votre pronostic sur la prochaine destination? Sur sa prochaine. Ouais, c'est dur. Le prono, a priori, il va revenir. On verra bien ce qui se passe au printemps prochain, mais je vois pas comment il y aura un échange en cours de saison. Et après, la situation des Steelers, on en a un peu parlé. Il y a un peu de défense, il y a un peu de manque de variété. Il n'y a plus de jeu au sol, non? Il va falloir changer de quarterback aussi à un moment. Hein. Oh, t'es dur. Bah, franchement. C'est pas leur premier problème. Là. Non, c'est pas leur premier problème, mais si déjà cette saison-là, il en est là, il va falloir y songer. Sinon, en destination de Le'Veon Bell, moi j'aimerais bien le voir aller jouer chez les Colts. Mais... Ah, ce serait pas mal. Ouais, l'association Luck Bell, ça peut être pas mal. Question suivante. Un doigt, un whisky d'abord. Salut l'équipe. Si vous étiez le GM des Seahawks, pas Camille, mais j'ai peut-être envie de répondre, auriez-vous fait pareil, salary cap oblige? Auriez-vous gardé seulement certains membres, genre Earl Finger Thomas, ou vous les auriez tous gardés, quitte à blinder l'infirmerie? Je pense que la question est vraiment horrible vue de l'extérieur, mais si on regarde vraiment, ont-ils vraiment le choix? C'est une fin de cycle. PS Alain, je te l'avais prédit, la purge de Miami. Seb. C'est vrai. Quand on voit cette semaine, enfin la semaine prochaine, on a les 3 membres de la LOB qui seront blessés, Chancellor qui est quasiment à la retraite, Thomas qui est fini pour la saison et Sherman qui est aussi blessé, je crois. Ouais. Donc, oui, bon, après, Chancellor, c'est vraiment la faute à pas de bol. Hein. C'est pas tout à fait pareil que les deux autres quand même. Mais pour le coup, il a raison sur le fait que c'est une fin de cycle et qu'il y a un moment en NFL où le salary cap fait que tu peux pas forcément garder tous tes meilleurs joueurs, d'autant plus que ceux-là, on vient de le signaler, sont plus au top physiquement. Je crois pas que les dirigeants des Seahawks aient fait un mauvais choix. C'était à Earl Thomas, comme tu l'as dit Alain, de résister, de changer quoi, tout simplement. On continue de militer. Enfin, moi, je continue de militer pour. Enfin, je le souhaite pas, je milite même pas parce que ça me tuerait au niveau du site. Hein. J'ai quand même un site à gérer, mais pour une grève massive des joueurs jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent au prochain lockout. Question, mais oui, sinon ils ont géré comme ils avaient à gérer. Hein. Ouais, je pense aussi. Question suivante, Camille. Alors, Jérémy Liberto, selon vous, quel impact cette blessure de Thomas aura sur le marché des transferts? Va-t-on sur plus de contrats garantis? Mais encore une fois, il faut qu'ils se battent pour ça.
Oui, en même temps, finalement, si les contrats sont garantis, les propriétaires voudront peut-être attendre le dernier moment pour signer des contrats garantis. Ouais. Donc, ils attendront peut-être, comme Thomas, d'attendre la fin de son contrat pour en signer un autre. Ouais, mais ça change tout si le montant est garanti sur toute la durée du contrat, parce que tu le signes et tu vas au bout. Alors que là, ils ont des contrats de 5 ans avec rien de garanti sur les dernières années ou avec des bonus de jeu, etc. Donc il faut qu'ils aillent sur le terrain, risquer de se blesser pour toucher du pognon. Si le contrat est moins, si au lieu d'annoncer, parce que maintenant c'est toujours le problème, c'est qu'on annonce 100 millions, 100 millions dont 40 garanties. Si les mecs ont juste 40 garanties à chaque fois et qu'ils sont sûrs de les toucher, ça change aussi la donne. Le problème avec Bell, il est là aussi, c'est qu'apparemment il lui propose un contrat énorme, mais 17 millions garantis. Alors que pour Todd Gurley, il a eu 35 millions garantis. C'est toujours au niveau des garanties que ça se joue en fait les contrats. Et donc si tu Oui, non, mais là, garantis comme on est tous dans les une contrats, prolongation, je pense que c'est ça qu'il demande aussi. C'est que là, de toute façon, il était à la fin de son contrat, même s'il est blessé, il va être bien payé dans un sens. Ouais. Donc finalement, il va pas manquer beaucoup de choses sur son contrat qu'il a signé il y a quelques années. C'est plus sur le non, prochain contrat, quoi. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Mais c'est le contexte actuel aussi qui fait que les mecs veulent pas se blesser avant d'avoir des contrats à long terme. Si tu garantis dès le début et qu'il y a un peu plus, ça s'équilibrera. Ils monteront peut-être pas aussi haut, mais il y aura plus de garanties. C'est un équilibre à trouver et qui va être compliqué. J'ai beaucoup parlé là-dessus, messieurs. Vous avez peut-être un avis? Non, moi je suis plutôt. Non, mais en fait, je suis assez d'accord avec toi sur le fond. Ouais, pareil. Allez, dernière question, Camille. Alors, dernière question. On avait la question de lead de place. Qui, selon vous, qui remportera le match de la dernière chance entre les Steelers et Falcons? Si les Steelers perdent, pensez-vous que Tomlin sera là l'année prochaine? Je sais pas si ça se joue sur ce match-là, mais s'ils perdent, c'est déjà un peu plus la crise. Oui, la crise. Et de fait, ça va pas l'aider à garder son poste. C'est vrai que c'est chaud ce match pour les deux équipes quand même. C'est une grosse affiche et c'est chaud au niveau des conséquences. Et après Tomlin, je sais pas, c'est dur parce qu'à Pittsburgh, il vire difficilement quand même. Donc Ah, la preuve. ça va être compliqué. Il pourrait lui confier une reconstruction pour l'an prochain en fait, que ça m'étonnerait pas pour le coup. On enchaîne, messieurs, avec un petit mot sur le match du jeudi. On a encore une belle affiche cette semaine. Patriots-Colts. Les Patriots ont gagné les 5 derniers matchs, dont une finale AFC qui avait démarré un certain Deflategate. T.Y. Hilton est blessé aux ischio. Ça sent pas bon quand même pour Indianapolis sur l'ensemble. Ouais, surtout après la performance que vient de sortir New England, d'histoire de rappeler à tout le monde qu'ils sont pas trop mauvais quand même. Amendola revient. Ouais, donc Edelman, oui, c'est Amendola qui est parti, pardon, autant pour moi. Edelman revient, ouais, ça va pas être facile, surtout sans T.Y. Hilton. En fait, moi, c'est ça qui m'embête pour les Colts, c'est que c'est vraiment leur meilleur joueur depuis le début de la saison. Ils ont quand même 17 sacs cette saison, les Colts. Je pensais pas dire ça un jour. Ils sont deuxième dans la ligue sur les sacs. Donc ouais, c'est surprenant. Ils ont une défense qui surperforme par rapport à ce qu'on attendait, et peut-être même qui surperforme actuellement par rapport au talent, en tout cas sur le papier. Du coup, pour eux, c'est vraiment intéressant de se tester face à l'attaque de Tom Brady. Ça va être à regarder s'ils arrivent à bien mettre la pression comme les Lions et les Jaguars avaient réussi face aux Patriots cette saison. C'est à surveiller. Après, on a encore du mal à voir comment les Colts peuvent suivre les Patriots, mais ça serait un match un peu accroché que ça me surprendrait pas plus que ça. Oui, il est plus équilibré qu'il n'y paraît, celui-là, je trouve. Ouais, Oui, et puis parce que la défense des Patriots est quand même pas encore bien rassurante non plus, donc ouais, à voir si Andrew Luck arrive quand même pas à tirer quelque chose de ce qu'il a autour de lui. Pronostic, pardon Raphaël, tu voulais dire quelque chose? Non, faudrait pour une fois Luck ait un peu de jeu au sol aussi pour tenir un peu le ballon, mettre Brady sur le banc. Bon, après, on l'implore tellement depuis longtemps que maintenant, bon. Le prono donc? Patriots quand même. Allez, Patriots pour tout le monde. On termine avec le 2-minute drill. Messieurs, même question que la semaine dernière. Les Steelers vont-ils échanger Le'Veon Bell? Non. Non. Toujours pas. Quelle a été votre réaction quand vous avez lu que Jerry Jones voit des similitudes entre l'attaque des Cowboys et celle des Rams? J'ai rigolé. Je me suis demandé s'il avait bu. Est-ce que Doug Marrone s'en veut vraiment d'avoir tenté une conversion à 2 points selon vous? Non. Bon, non, aucun intérêt. Ces excuses en bois. Jeff Fisher doit-il se lancer dans une chaîne de vidéos YouTube des gens qui chuchotent pour endormir les autres gens? Ouais, je pense que c'est clairement sa vocation. Et encore, ça, il serait capable de rater. Et puis, messieurs, il l'a dit en conférence de presse, il peut toujours le faire. Est-ce que vous pensez que Tom Brady peut dunker au basket?
Ouais. Franchement, il est ouais. grand, il est athlétique, il s'entraîne, ça me surprendrait pas. Il fait 1m93. Franchement, Je sais pas. pourquoi pas, hein. Ah ouais, il peut. Hein. Le, Oui, c'est le vrai. mec, c'est un. Ouais. Je garde en mémoire l'éternelle course du Combine et j'arrive pas à l'imaginer dunker dans ces conditions en fait. Je vois cette vidéo de lui courir au ralenti. C'est plus au ralenti que ça, c'est la marche arrière quoi. Donc a priori, je sais pas, j'ai du mal à l'imaginer. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode 248 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end. Ce sera avec Grégory Richard. On parlera aussi des pronostics du week-end et des meilleures cotes. Dimanche, ce sera le fauteuil. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On tous les dimanches à 19h. Allez-y, c'est Happy Hour étendu pour tous ceux qui viennent voir les matchs. On remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Panthers of Steel, Gambas 13, Marc, Pierre, Panther of Steel, Pierre Franceschini et Bob Jacob sont là en plus cette semaine. Pour nous suivre, touchdownactu.com bien sûr, c'est le site. Twitter @tdactu, @Raphaël_TDA, @RaoulVDG, @Camille Saraben et @Alain Mattei. Sur les plateformes de distribution de podcasts, iTunes bien sûr, SoundCloud bien sûr, mais aussi Spotify, messieurs. Nous sommes sur Spotify depuis aujourd'hui. Vous pouvez taper TD Actu dans votre petit champ de recherche Spotify, vous pourrez vous abonner et là, ce sera le bonheur. Vous pourrez nous suivre partout grâce à l'appli et à l'excellente appli Spotify. Je suis un utilisateur convaincu, je le dis, et on n'est pas payé pour ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Merci à toi. À très très bientôt. Nous, on vous souhaite une bonne semaine. On vous dit à jeudi. À très bientôt sur Touchdown Actu. Ciao, ciao.